Chers amis, nous nous retrouvons encore une fois autour d'un nouveau thème qui a de fortes racines en psychologie. On parle de la psychopathie qui étymologiquement provient des mots grecs psyché psyché, esprit, âme, et pathos souffrance, changement accidentel, et qui ne doit pas être confondu avec psychose, psychopathologie ni psychopathie autistique. Et afin de s'y faire, on vous propose de nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour commencer, la psychopathie est un trouble de la personnalité caractérisé par un manque d'empathie et de remords, des émotions peu profondes, de l'égocentrisme et de l'imposture. Les psychopathes, patients atteints de psychopathie, adoptent un comportement antisocial, des traitements abusifs envers les autres, et agissent violemment dans certaines situations. Bien qu'ils manquent d'empathie et d'émotion, ces individus réussissent à mentir sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils vivent. Depuis les années 1980, le terme désigne un trouble de la personnalité caractérisé par une incapacité à s'attacher émotionnellement et un manque anormal d'empathie. La troisième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-3, attribue le terme de trouble de la personnalité antisociale, et le place d'un critère diagnostique clinique à un critère diagnostique comportemental. Cependant, un type antisocial, psychopathe, pourrait être inclus dans le critère du trouble de la personnalité antisociale dans le DSM-3. Le critère diagnostique de la classification internationale des maladies, CIM-10, publié par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, catégorise également la psychopathie sous un autre terme. Le manuel, datant de 1992, le classe en tant que trouble de la personnalité dissociale, antisociale. Malgré les termes similaires, les psychopathes sont rarement psychotiques, ils ne sont pas tous violents. Ils utilisent la manipulation pour obtenir ce qu'ils souhaitent. En général, ce sont des individus qui se soucient de ce que les autres pensent d'eux et les utilisent pour atteindre leur but. Passons maintenant aux caractéristiques. Les individus souffrant de psychopathie ont des problèmes dans le domaine des relations humaines, des émotions et du comportement. Ils adoptent un comportement antisocial satisfaisant et ne ressentent ni honte, ni culpabilité, ni remords dans leurs actions. Ils manquent de culpabilité ou de remords lorsqu'ils blessent d'autres individus, plutôt que de s'excuser pour leur comportement ou de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Aussi, ils manquent généralement d'empathie, c'est-à-dire qu'ils sont insensibles et indélicats dans leurs gestes et propos. Ils sont souvent impulsifs et irresponsables, et ne parviennent parfois pas à garder un travail ou de rembourser leurs dettes. Des études menées en 2010 par l'université Vanderbilt révèlent que les psychopathes recherchent, avec grande impulsivité, à être récompensés, félicités peu importe les risques ou conséquences. R.I. Simon décrit les psychopathes en tant que « prédateurs ». Robert R. et d'autres chercheurs expliquent que les psychopathes utilisent leur charme, la manipulation, l'intimidation, les relations sexuelles et la violence, pour contrôler les autres et obtenir ce qu'ils souhaitent. R explique qu'avec le manque de conscience et d'empathie, ils rechercheront ce qu'ils désirent, en violant les normes sociales sans culpabilité, ni remords. Il explique précédemment que, ce qu'il manque, en d'autres termes, ce sont toutes les qualités chez un être humain pour vivre en harmonie sociale. Maintenant nous allons un peu nous approfondir pour expliquer au détail quelques caractéristiques fixes des psychopathes. Un manque d'empathie. Les psychopathes ont un manque général d'empathie. Ils sont simplement incapables de comprendre ce que les autres individus ressentent émotionnellement, sauf lorsque c'est dans un sens intellectuel. Lorsqu'un individu empathique voit un autre individu souffrir, il ressent instinctivement cette douleur, mais le psychopathe ne le ressent pas. Ainsi, un psychopathe peut commettre des actes de cruauté sans remords car celui-ci ne ressent aucune réaction déplaisante à voir souffrir sa victime. La souffrance vécue par les autres ne provoque aucune réaction chez les psychopathes car ceux-ci les considèrent comme des objets. Deux émotions peu profondes. Les psychopathes ne ressentent pas de peur aussi profonde que la normale et ne manifestent aucune réponse physique face à la menace. Par exemple, si un individu est menacé dans une rue avec un pistolet, celui-ci pourrait transpirer, trembler,
prendre panique ou vomir. Les psychopathes ne ressentent aucune de ces sensations et trouvent même bizarre la réaction des autres individus face à une situation de ce type. Du fait qu'ils n'aient pas peur, ils prennent de gros risques. Ils peuvent agir sans prendre conscience du danger potentiel de leurs actes. La menace d'être blessé, voire tué, ne provoque aucune réaction émotionnelle. Un psychopathe ne ressent pas d'amour et est incapable de se lier émotionnellement à d'autres individus. Si une personne ressent un quelconque amour pour lui, le psychopathe ne peut ressentir réciproquement ses émotions. Il ne fait que les feindre. Bien qu'il puisse sentir du plaisir durant des activités sexuelles, ces relations ne sont que superficielles. Les psychopathes ne ressentent pas d'émotions profondes, ni de détresse comme le désespoir. Il existe des anecdotes de psychopathes qui prennent lentement conscience du fait qu'ils ont été emprisonnés à vie. Durant une conversation, un psychopathe ne peut comprendre, d'une manière intuitive, quel impact possèdent les mots sur d'autres individus ou sur eux-mêmes. À la place, il attend de quelle manière l'individu réagit pour ensuite réagir à son tour. Par exemple, R explique le cas d'un prisonnier qui décrivait ses meurtres avec précision et sans empathie jusqu'à ce qu'il remarque l'expression horrifiée de l'intervieweur. Dès lors, il s'est mis à feindre du remords et des regrets pour les crimes qu'il a commis. 3 mensonges et manipulation. Les psychopathes mentent et manipulent d'une manière générale. Ils mentent fréquemment pour obtenir ce qu'ils souhaitent, pour impressionner des individus ou simplement paraître normaux, et réussissent à tromper leurs entourages d'une manière surprenante. Ce talent est exécuté sans aucun signe d'anxiété, d'hésitation ou de honte, même lorsqu'ils sont confrontés aux faits. Les individus considérés « normaux » ressentent une petite anxiété lorsqu'ils mentent et sont hésitants dans leurs propos. Lorsque les psychopathes mentent, cependant, ils sont indifférents au fait d'être pris en flagrant délit. Lorsque c'est le cas, ils sont rarement embarrassés. Certains psychopathes possèdent également un grand charme et une grande capacité à manipuler les autres. Ils sont socialement intégrés, extravertis, imposants et confiants. Ils n'ont pas peur d'offenser les individus ni d'être rejetés. Lorsque cela arrive, ils rejettent leurs fautes sur eux-mêmes et ne se découragent pas d'essayer à nouveau. Ainsi, les psychopathes s'entraînent durement à la manipulation et deviennent extrêmement bons dans ce domaine. Il faut noter que tous les psychopathes ne sont pas des charmeurs. Souvent à cause d'un physique disgracieux, certains ne peuvent user de ce biais pour impressionner les autres. De tels psychopathes se penchent plus vers l'intimidation et la violence pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Ils perçoivent les autres comme des objets de satisfaction personnelle. Ils adoptent souvent un mode de vie dans lequel ils peuvent obtenir des ressources. Lorsque leurs victimes ne leur sont plus utiles, les psychopathes les abandonnent froidement. 4. Impulsivité et irresponsabilité. Les psychopathes sont naturellement impulsifs. Qu'ils soient blessés ou insultés suite à leur comportement ne possèdent aucun impact. Ils recherchent rapidement de la satisfaction. Les psychopathes vivent au jour le jour, changent fréquemment de plan et n'ont aucun but à long terme. Les psychopathes déclarent souvent avoir des buts ambitieux dans la vie, mais n'apprécient ni le travail ni la discipline qui y sont liées. R décrit le cas d'un psychopathe qui tentait de devenir nageur professionnel après sa libération, malgré le fait qu'il avait passé la trentaine d'années et qu'il était en surpoids. Ils sont connus pour rompre toute relation, changer de plan et démissionner de leur travail du jour au lendemain. Les psychopathes sont communément irresponsables. À leur lieu de travail, ils sont décrits par leurs performances médiocres, leurs absences fréquentes, les détournements de fonds et au manque de confiance qu'ils inspirent. Ils sont financièrement irresponsables, et vivent souvent au-delà de leurs moyens, accumulant les dettes et emprunts. Ils négligent souvent leurs enfants. Ils ont des relations sexuelles sans protection, mettent au monde des enfants qu'ils abandonnent par la suite et transmettent des MST. Lorsqu'ils sont accusés de négligence, ceux-ci accusent typiquement les autres ou des facteurs externes. Ils n'hésitent pas à exploiter les ressources familiales et amicales pour sortir de leurs problèmes. Les psychopathes ne ressentent aucune honte ou angoisse. Les réprimandes et punitions n'ont aucun effet sur leur comportement.
Leur comportement est entraîné parfois par des impulsions profondes, telles que l'excitation sexuelle, la frustration, l'ennui, la cupidité, et l'irritabilité. Ils ne tirent généralement aucune expérience de ce qu'ils ont vécu et ne modifient pas leur comportement. Ils gardent habituellement leurs mauvaises habitudes malgré la souffrance et l'humiliation qu'ils ont endurées. Les peines et réadaptations n'ont aucun effet positif sur eux et leur condition ne peut être soignée. 38. Le niveau de récidive chez les psychopathes est 2 fois plus élevé que chez les criminels en général, avec un niveau de violence 3 fois plus élevé que la normale. 5. Stimulation. Les psychopathes détestent l'ennui et ont un besoin excessif d'action et de stimulation. Ils enfreignent fréquemment la loi, commettent des crimes et risquent leur santé. Ils seraient hautement exposés à la prise de drogue et aux substances médicamenteuses illicites. 6. Manque de remords. Les psychopathes n'ont aucun remords concernant le mal qu'ils propagent autour d'eux. Ils savent généralement quelle est la différence entre le bien et le mal, mais ils n'y font pas attention. Même lorsqu'ils sont conscients de leurs actions, ils tentent de minimiser l'impact pourtant sérieux de ce qu'ils ont commis et ne clament aucune responsabilité. Souvent, ils accusent leurs victimes pour leurs propres crimes. 7. Intelligence. R. et Neumann, 2008, expliquent qu'il existerait une faible association entre la psychopathie et le QI. Après avoir entendu toutes ces caractéristiques, il est sûr que vous avez fait certains repérages et vous vous demandez peut-être que si on peut reconnaître un psychopathe dès son jeune âge. Alors on vous répond que les tendances psychopathes peuvent souvent être perçues durant l'enfance ou l'adolescence. Lorsqu'elles sont perçues, un trouble des conduites, ou trouble oppositionnel avec provocation, peut être diagnostiqué. Cependant, malgré le fait que ces signes, durant l'enfance, aient été établis chez la majorité des psychopathes, il se peut que l'enfant ne devienne pas psychopathe à l'âge adulte, ou même qu'il ne soit atteint d'aucun trouble mental. Néanmoins, la psychopathie n'est habituellement pas diagnostiquée chez l'enfant et l'adolescent et certaines lois interdisent le diagnostic de la psychopathie et autres troubles de la personnalité chez les mineurs. C'est à cause d'un tel diagnostic qu'il est impossible de capturer les traits émotionnels, cognitifs et comportementaux, l'égocentrisme, le manque de remords, d'empathie ou de culpabilité qui sont si importants dans le diagnostic de la psychopathie. Les enfants qui montrent des signes apparents de psychopathie sont souvent insensibles aux punitions, rien ne semble modifier leur comportement. Par conséquence, les parents abandonnent le comportement de l'enfant. Empire. Les 3 indicateurs énurésie nocturne, cruauté envers les animaux et pyromanie, connus sous le terme de triade McDonald ont été pour la première fois décrits par J.M. McDonald comme indicateur, au niveau maximal, de la psychopathie. Cependant, certaines recherches ont montré que l'énurésie nocturne n'était pas un facteur significatif. Nous arrivons maintenant aux causes et physiopathologies. Enchaînons avec les théories. Parmi les théories psychologiques permettant d'approcher la question de l'étiologie du caractère psychopathique, les recherches de Melanie Klein sont parmi les plus significatives. Klein postule chez le bébé, à partir de ses observations cliniques, 2 modalités normales de rapport aux objets environnementaux, la position schizoparanoïde et la position dépressive. Celles-ci sont liées à une temporalité, que Klein décrit et date d'ailleurs de manière assez précise. La position schizoparanoïde serait grossièrement liée à la première année de vie, et la position dépressive se mettrait en place ensuite, vers l'âge de 1 an. Le terme de « position » est préféré au terme de « phase », car Klein fait remarquer que la seconde modalité ne vient pas remplacer totalement la première, mais que, bien plutôt, elles vont par la suite coexister et travailler côte à côte dans le psychisme. Dans la position schizoparanoïde, les objets sont perçus de manière partielle, ce sont des fragments corporels. Klein s'attache notamment au rôle du sein maternel, qu'on pourrait d'ailleurs étendre de la même façon au biberon, ce qui est lié à la fonction de nourrissage considérée, en quelque sorte, de manière simpliste et manichéenne, ils sont bons ou mauvais selon qu'ils sont gratifiants ou frustrants.
Le nourrisson, par ailleurs, projette ses propres pulsions agressives notamment orales sur les objets reconnus comme mauvais, l'archétype du bon objet est ainsi le sein qui apparaît quand le bébé le désire, et le mauvais objet le sein absent ou frustrant. Melanie Klein date vers l'âge de 1 an le développement progressif de la seconde modalité de rapport aux objets, la position dépressive, dans laquelle les objets sont reconnus de manière plus complexe et élaborée, non plus simplement bons ou mauvais, mais composés. En parallèle de cela se développe progressivement la capacité dépressive qui ouvre la possibilité, en quelque sorte, de s'en faire pour les objets. Le terme objet étant utilisé en psychologie psychanalytique dans une large acception qui désigne fréquemment les personnes avec lesquelles on est en relation. Le point de vue génétique a aussi son mot à dire où les facteurs génétiques peuvent généralement influencer le développement de la psychopathie tandis que les facteurs environnementaux affectent les traits spécifiques qui prédominent. Le psychologue Robert R., dans son ouvrage intitulé Without Conscience, explique que la psychopathie est une prédisposition génétique. Il part du principe que chaque psychopathe des hommes ont des relations sexuelles sans protection et, du fait, qu'ils abandonnent rapidement ces femmes, procréent d'une manière plus ou moins élevée. Ces enfants n'hériteraient génétiquement pas de la psychopathie. Du côté des neurosciences, de récentes études démontrent qu'il existerait un lien biologique entre le cerveau et la psychopathie. Une théorie suppose que la psychopathie est associée à l'amygdale, qui elle-même est associée aux réactions et à l'apprentissage émotionnel, et au cortex préfrontal, qui lui est associé au contrôle des pulsions, des prises de décision, de l'apprentissage émotionnel et de l'adaptation environnementale. Certaines études ont démontré qu'il y a moins de substances grises chez les psychopathes que chez les individus non psychopathes. Des chercheurs ont mené des études par imagerie cérébrale sur des psychopathes pendant qu'ils étaient exposés à des mots comme viol, meurtre et amour. Chez un individu normal, ces mots provoquent une réaction du système limbique, partie du cerveau qui gère les émotions. Les psychopathes, eux, n'ont montré aucune réaction. Ils montrent, cependant, une réaction cérébrale des zones associées au langage, ce qui suppose que leur réponse est plus cognitive que émotionnelle. Les psychopathes ont une probabilité élevée de devenir gauchers. Quelque chose me dit que vous vous demandez quand cette vidéo va se terminer. Allez courage, on a presque terminé, parlons un peu des neurotransmetteurs et hormones. Un haut niveau de testostérone associé à un niveau bas de cortisol sont des facteurs. La testostérone est associée à un comportement d'approche, à une recherche de récompense, et à la réduction de la peur. Le cortisol est une hormone impliquée dans la sensation de peur et dans les états dépressifs, mais selon certaines études, il diminue les sensations de peur, la sensibilité aux punitions et le sevrage. Des études ont conclu que les comportements agressifs et antisociaux sont associés à un haut niveau de testostérone, mais il est impossible de savoir si les psychopathes possèdent ce haut niveau de testostérone. Quelques études ont démontré que la psychopathie est associée à un niveau bas de cortisol. On arrive à la part du gâteau des professionnels, à savoir le diagnostic. La classification des troubles mentaux, une nosologie ou taxonomie psychiatrique, est un moyen clé pour le domaine de la psychologie et psychiatrie de déterminer les causes et symptômes. Le DSM et SIM-10. Il existe actuellement 2 systèmes établis pour classifier les troubles mentaux. Le chapitre 5 de la Classification internationale des maladies SIM-10, publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-4, publié par l'Association américaine de psychiatrie (AAP). Ces 2 listes catégorisent et codifient les troubles de manière distincte. Il y a d'autres considérations diagnostiques. Psychopathie et sociopathie. Selon Robert R., la différence entre psychopathie et sociopathie peut s'expliquer par l'origine du trouble. La plupart des sociologues, des criminologues et même certains psychologues pensent que le trouble s'explique par l'environnement social et préfèrent parler de sociopathe. Ceux qui, comme R.,
pense que le trouble s'explique par une combinaison de facteurs psychologiques, biologiques, génétiques et environnementaux. Utiliseront de préférence le terme psychopathe. Selon David Lykken, la psychopathie et la sociopathie sont deux manifestations différentes du trouble de la personnalité antisociale. Il avance que les psychopathes naissent avec des caractéristiques psychologiques particulières comme l'impulsivité ou l'absence de peur, qui les conduisent à chercher le risque et les rendent incapables d'intégrer les normes sociales. Par opposition, les sociopathes ont un tempérament plus normal. Leur trouble de la personnalité tient davantage à un environnement social défavorable, parents absents, proches délinquants, pauvreté, intelligence extrêmement faible ou développée. Ces deux troubles de la personnalité résultent d'une interaction de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux, mais la psychopathie tient surtout à des facteurs héréditaires, tandis que la sociopathie tient surtout à des facteurs environnementaux. Concernant le traitement, la psychopathie est souvent décrite comme incurable, certains facteurs ont néanmoins une influence sur l'efficacité des traitements des psychopathes, une capacité, même précaire, à mettre en place une relation d'alliance, une comorbidité dépressive ou des signes de dépression, une réceptivité aux relations familiales soutenantes. Plusieurs approches dont l'efficacité n'est pas présumée sont brièvement décrites. La médication dans un cadre thérapeutique dit institutionnel ou communautaire qui inhibe certains symptômes, comme l'agressivité. La thérapie familiale peut permettre une réduction des récidives d'actes criminels en centrant la thérapie sur la gestion de la situation par les parents. La thérapie communautaire qui se base sur le lien entre les membres du groupe, en se soumettant à l'autorité de ce groupe, par système de récompense ou de sanction. Une régulation thérapeutique se fait au sein des réunions journalières. Le groupe de recherche Darkstone propose ainsi un programme thérapeutique basé sur un environnement favorisant notamment la socialisation et la neutralisation des attitudes prédélinquantes. Pour réduire les comportements impulsifs et antisociaux, une approche cognitivo-comportementale multiple peut être proposée, gestion de soi individuelle, travail sur les aptitudes sociales, prévention de comportements agressifs. Templeman et al. Propose par exemple une thérapie par jeu de rôle et opérationnalisation de problèmes pour traiter les distorsions cognitives. La pauvreté des processus primaires et la manipulation spécifique des sujets psychopathes ont amené les thérapeutes d'obédience psychanalytique à modifier le cadre afin d'apaiser les excitations. Il va s'agir ici d'être actif pour atteindre les conditions qui rendent possible l'émergence de la pensée, des affects, de la représentation de soi entraînant une identification à l'autre et de l'empathie. Le patient peut alors revivre les états traumatiques, cette fois sans effondrement, puisqu'il se sentirait conforté dans son narcissisme de base par le partage affectif de nature empathique de ses expériences avec le clinicien. La plupart des auteurs s'accordent sur l'importance du contrôle, de la maîtrise et de la gestion des réactions contre-transférentielles du thérapeute. Le risque étant pour ce dernier de se sentir dévalorisé, trompé, agressé, ou croire en une alliance thérapeutique qui n'existe pas, ce qui entachera le projet thérapeutique. Épidémiologie et médias. Il est estimé qu'environ 1% de la population générale souffrirait de psychopathie. Une étude britannique de 2009 rapporte 0,6% en communauté. Le psychologue Robert R., dans son ouvrage intitulé Sans conscience, explique que la psychopathie est une prédisposition génétique. Il part du principe que chaque psychopathe des hommes ont des relations sexuelles sans protection et, du fait, qu'ils abandonnent rapidement ces femmes, procréent d'une manière plus ou moins élevée. Ces enfants n'hériteraient génétiquement pas de la psychopathie. Le film La Corporation fait intervenir des interviews de dirigeants de grandes entreprises et associe leurs réponses sur la gestion d'une société aux points caractérisant la psychopathie dans le DSM. De la construction du film, il ressortirait que la grande entreprise prise comme individu se comporterait comme une personnalité psychopathe, alors même que ses dirigeants sont exempts de cette caractéristique. On arrive enfin à clôturer cette vidéo, que ce long cours a été bénéfique,
Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Au revoir et au plaisir de vous avoir dans une autre vidéo, et surtout n'oubliez pas de récompenser notre travail en partage et aimer nos contenus pour produire davantage.